que le voyage de M. Macron en Russie va permettre de calmer un peu les choses, mais nous en revenons avec Jean-Luc Mélenchon, nous y étions la semaine dernière, et nous avons pu constater avec effroi que le niveau des discussions et des capacités de se parler en moment de crise est inférieur à celui de l'époque de Brejnev quand on a pu signer les accords de Helsinki. On n'est vraiment pas dans une bonne situation et c'est très dangereux de jouer avec le feu de la guerre, en particulier comme le font les États-Unis et spécifiquement M. Trump. Et voilà, non, vous pensez c'est artificiellement qu'on met en scène la Russie comme un ennemi potentiel de l'Occident ? Je ne suis pas un fin connaisseur des questions russes, mais je n'ai quand même pas l'impression que la principale menace contre la paix aujourd'hui soit les États-Unis, l'Europe, quitte à choisir entre les Russes et les Américains, entre les Iraniens et Emmanuel Macron ou l'Europe. Je pense que c'est plutôt du camp des dictatures ou des semi-démocraties que vient la menace. C'est quand même pas l'Union européenne qui a envahi la Crimée, c'est quand même pas l'Union européenne qui est intervenue sur les 20 ou 30 dernières années militairement, ni les Américains dans le sud de son territoire. Donc, guerre du Kosovo, l'extension de l'OTAN à l'Est. Oui, d'accord, mais c'est pas. À chaque génération, vous avez les bouts. À chaque génération, Georges, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, mais à chaque génération, vous avez les boussoles qui indiquent le Sud. Au temps de Revel, qui était une personnalité aimée du Figaro, dans les années 70, il y avait des gens qui indiquaient le Sud. C'est-à-dire, il y avait des pacifistes, des socialistes pacifistes, des Jean Hellenstein ou des Madeleine Rebériou qui nous disaient « Mais attendez, le vrai ennemi de la démocratie, c'est pas l'Union soviétique et ses satellites, c'est l'Amérique avec 3 K, comme ils disaient. » Ils se sont toujours trompés, ces gens-là. Vous voyez, ils se sont toujours trompés. Votre anti-américanisme, vous aveugle, Georges Ekounovic, c'est ça un peu ça ce que dit entre les lignes Alexis Lacroix. Je ne parlais pas de paix, et je ne parlais pas de démocratie, je parlais de la question de la paix. Quand un accord est négocié et signé par l'ensemble du Conseil de sécurité de l'ONU, après 13 ans de négociations pour justement désescalader la course au nucléaire iranien, et que le président, je suis désolé, l'Américain, voilà, c'est lui, il le casse, ça crée des conditions de conflit dans le monde. Ce n'est pas une bonne chose. Et effectivement, on peut préférer les Américains, pourquoi pas, mais est-il nécessaire de déployer des boucliers antimissiles sur la frontière russe qui enclenche un niveau supplémentaire de réarmement nucléaire et de déployer des véhicules blindés pour le cas de la Crimée. Mais oui, il y a la Crimée, mais je vous rappelle que la Crimée est une riposte directe de ce qui s'est passé au Kosovo. Et le problème, c'est quand on est en droit international et qu'on travaille sur ces questions-là, quand les Russes vous disent « mais on a fait exactement ce que vous avez fait au Kosovo ». Voilà la situation. C'est pour ça que M. Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, proposait un grand débat européen en partant de l'OCDE, donc qui existe, sur l'état des frontières en Europe et d'essayer de calmer les tensions, parce que c'est ça le rôle d'un dirigeant, et j'espère que c'est ce que fera M. Macron, et pas qu'il accroîtra les sanctions comme c'est ce qui est prévu. Et c'est ce que nous ont demandé les grands patrons français. Là-bas, Thalès, Auchan, Pernod Ricard ne sont pas spécialement des bolcheviks. Ils disent c'est nous qui perdons de l'argent. La France est le deuxième investisseur direct en Russie et le premier embaucheur privé. Mathieu Bocoté, est-ce qu'en Amérique du Nord aussi, on voit la Russie comme des gens potentiellement dangereux ? Oui, je pense que, surtout aux États-Unis, en fait, mais c'est le cas aussi au Canada, c'est-à-dire la Russie redevient le méchant principal dans un certain imaginaire américain. On peut parfaitement s'inquiéter, évidemment, de ce que devient la Russie aujourd'hui. Je pense que tout démocrate sincère s'en inquiète. Cela dit, là où on peut faire un sourire en coin, c'est quand on entend certains Américains s'inquiéter du fait que les Russes se mêlent des élections ici et là dans le monde. Alors, je comprends, je m'en inquiète. Mais à ce que je sais, les Américains savent se mêler aussi en d'autres circonstances des élections d'une manière ou de l'autre. Donc, en la matière, moi, je préfère évidemment l'empire américain aux autres empires. Il n'en demeure pas moins que j'aimerais l'inviter de temps en temps à une certaine modestie. Et sur Internet, 34 est un peu dans le même état d'esprit que vous, puisqu'il nous dit « Il n'y a pas tellement à choisir entre l'un ou l'autre, c'est-à-dire entre les États-Unis et la Russie. Chacun cherche à étendre son influence plus que dominer le monde. » Alexis Lacroix, il nous reste quelques instants pour parler d'un écrivain que je crois que vous aimiez beaucoup, Philippe Roth. Que j'ai connu grâce à Finkielkraut. Je vais vous dire, j'avais donc 25 ans. On rappelle, c'est un grand écrivain américain qui vient de mourir. Philippe Roth donc, est mort à 85 ans. Il n'a pas eu le Nobel qu'il espérait et que ses amis espéraient pour lui. Moi, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, grâce à Finkielkraut, au moment de la parution de Pastorale américaine. Je ne vais pas vous raconter Pastorale américaine, je vais vous parler très rapidement d'un autre roman qui exprime toute son ambivalence, parce que c'est un grand romancier de l'Amérique et de l'américanité. Mais je vais vous parler d'un autre roman paru un peu après, qui était ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire d'imaginer
comment l'histoire se serait déroulée si un événement était survenu. En l'occurrence, l'événement qu'il imagine, c'est quand il est petit garçon, l'élection non pas de Frank Delano Roosevelt, mais de son challenger pro-nazi, qui était l'aviateur Charles Lindbergh. Et c'est donc le complot contre l'Amérique qui est le récit de ce qu'auraient été les États-Unis, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la férule d'un président pro-nazi. D'abord, les Juifs auraient subi des persécutions directes, un apartheid d'abord insidieux et ensuite plus marqué. Mais surtout, peut-être plus grave encore, pour l'âme de l'Amérique, il y aurait eu une politique absolument isolationniste. C'est-à-dire, je suis désolé de le rappeler, mais qui a sauvé l'Europe des griffes des nazis? L'Union soviétique, bien sûr, l'armée rouge, ça c'est évident. Mais d'abord les États-Unis, d'abord le débarquement américain. Ce que Roth imagine, c'est un scénario catastrophe où vous avez un nazi dans la Maison-Blanche, et donc, loin de vouloir débarquer pour sauver l'Europe, il souhaite au contraire appuyer l'entreprise de destruction de la civilisation européenne par les nazis. C'est ça que Roth raconte. Et qu'est-ce qu'il fait passer comme message, j'allais dire métaphysique? Il fait passer ce métaphysique qui irradie d'ailleurs toute son œuvre. C'est la fragilité de la liberté, l'immense fragilité de la liberté que Aron en son temps avait nommée et aussi défendue. Mais là, Roth nous en donne une version, j'allais dire infiniment plus séduisante, puisque c'est celle d'un romancier, et c'est un des fils rouges qui traverse son œuvre, et ça m'a donné évidemment envie de la relire. Dès que j'aurai une minute, je relirai Le complot contre l'Amérique. Merci, cher Alexis Lacroix, pour ce très bel hommage qui conclut cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. À vous tous, chers internautes, d'avoir donné votre point de vue, puisque telle est la règle du jeu. Et on se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Bonsoir.